Kamouraska Chrysler est fier partenaire de l'émission Infocam. Kamouraska Chrysler, 225 Avenue Patry, à Saint-Pascal. 418-492-3432. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Cette semaine à Infocam. Le projet Enseigner le Kamouraska pourra poursuivre ses activités pour les 3 prochaines années. Inauguration du nouvel édifice municipal pour Rivière-Ouelle. La révolution des transports, un défi électrisant, voici le thème de la conférence bénéfice au profit des activités internationales du Cégep de la Pocatière. Bienvenue à cette nouvelle émission d'Infocam. Très bonne nouvelle pour le projet Enseigner le Kamouraska qui a été initié par la MRC de Kamouraska en partenariat avec la commission scolaire Kamouraska Rivière-du-Loup et les caisses des jardins du Kamouraska. Je laisse Charles de Blois-Martin, chargé du projet, de vous annoncer la bonne nouvelle. Ce matin, ce qu'on annonçait, c'est vraiment la poursuite du projet pour les trois prochaines années, avec donc les partenaires MRC, bien sûr, commission scolaire, et un nouveau partenaire qui est Desjardins. Alors, ça va nous permettre de poursuivre le projet pour les 3 prochaines années. Pour ceux qui ne sont plus à l'école et qui n'ont pas vu les nouvelles passer, rappelez-nous un peu le concept d'enseigner le Kamouraska. Bien, en fait, c'est un projet qu'on a initié il y a 3 ans qui vise à accroître les connaissances puis la fierté des jeunes à l'égard de notre territoire, du Kamouraska. Et on cible vraiment les classes du 3e cycle au niveau primaire. Alors, il y a 6 classes cette année qui font encore le projet. Et donc, ce qu'on fait, on divise un peu le territoire en expériences. On a 6 expériences dans des secteurs d'activité assez variés. Et on procède toujours de la même façon. On a un partenaire qui vient tenir un atelier animé dans la classe avec les jeunes. Et c'est pas une activité parascolaire, hein, c'est vraiment, le contenu est vraiment intégré dans le programme d'apprentissage des élèves. Et ça, c'est tout le travail que fait Jannick et Steve à la commission scolaire. Et ensuite, on fait une demi-journée où là, on tenait vraiment à ce que les jeunes sortent sur le terrain dans des lieux tout à fait inédits. On visite des entreprises, des fois c'est en pleine forêt. Et là, ce qu'on a annoncé aussi ce matin, c'est l'ajout d'un 6e partenaire pour l'expérience au niveau de l'environnement avec la vie insulaire. On ajoute l'organisme qui s'appelle Duvénard. Donc, les îles sont situées dans la MRC de Kamouraska. Alors, le contenu est vraiment exponentiel où là, les jeunes sont en contact avec le phénomène des marées, les oiseaux nautiques, la vie insulaire, les gardiens de phare, etc. Et ça, l'activité a déjà eu lieu parce que, compte tenu de la température puis des marées, il faut s'ajuster. Alors, c'est la classe de Saint-André cette année qui s'est rendue directement en plein milieu du fleuve. Alors, je pense que ça a été fabuleux. Au début du projet Enseigner Kamouraska, il y avait 4 expériences. Donc, l'année dernière, c'est ajouté au Bakir aussi. Oui, absolument. Dans le fond, on offre toujours l'expérience agroalimentaire avec le CDBQ, forêt avec Bioptère au niveau des champignons, des produits forestiers non ligneux. Au niveau de l'énergie, c'est Solutions Novica à la Pocatière. Et bien sûr, Ruralis au niveau patrimoine et culture. Et l'année dernière, effectivement, on a ajouté au Bakir, donc pour tout comprendre le phénomène de la qualité de l'eau dans les bassins versants. Alors ici, on parle du bassin versant de la Rivière-Ouelle. Alors, les élèves en classe ont manipulé des insectes assez particuliers où on associe souvent à tel insecte, tel degré au niveau de la santé des cours d'eau. Et on les a emmenés en autobus, encore une fois, de Saint-Onésime jusqu'à Rivière-Ouelle pour comprendre toute l'évolution des interventions humaines sur la qualité de l'eau. Alors encore cette année, on continue avec au Bakir.
Et malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres, c'est seulement 2 expériences qui sont offertes aux classes et ils ne peuvent pas faire les 6. Donc, c'est pourquoi que je dis heureusement pour certains et malheureusement pour d'autres, mais c'est quand même un bon pas, là, 2 expériences pour un groupe scolaire. Oui, absolument, mais compte tenu qu'on offre le projet au 3e cycle du primaire, souvent on a des classes, c'est des 5 et 6e années. Alors, en prenant la même classe 2 années consécutives, alors là, les jeunes, ils peuvent vivre au moins 4 expériences parmi les 6. Et je dois dire aussi, on a une autre nouveauté que je ne vous ai pas dite, c'est qu'au cours de l'année scolaire actuelle, donc quand on va faire le segment avec Solutions Novica au niveau de l'énergie, alors on a voulu pousser un petit peu le projet un peu plus loin et les élèves vont être transportés dans un autobus scolaire électrique, grâce à Transport Daniel Guignard, qui est un peu une filiale d'Autocar Bas-Saint-Laurent. Alors, les jeunes vont se promener en autobus électrique, donc pour se rendre jusqu'à Solutions Novica. Fait que c'est un petit clin d'œil à la thématique de l'énergie. Ça fait quelques années que vous offrez le projet Enseigner Kamouraska. Parlez-nous des bienfaits là, chez les jeunes. Vous avez sûrement des commentaires des jeunes qui ont participé à ce projet-là. Quels sont-ils? On touche les jeunes, on touche les parents aussi, hein, parce que les parents aussi, les élèves ont comme une pochette, ils peuvent le rapporter à la maison. On touche les professeurs aussi. Il y a beaucoup de professeurs qui sont... je pense que ça a eu un effet positif chez les professeurs aussi. Les élèves, écoute, c'est sûr, on voit les yeux brillent. C'est pas un projet qui est fait pour vraiment que les jeunes qui réfléchissent à l'emploi, ça c'est plus au secondaire, mais tu sais, quand on a travaillé ce projet-là au primaire, on s'est dit, mais avant de travailler au Kamouraska, je pense que les potentiels sont énormes, bien au moins il faut d'abord connaître le territoire. Fait qu'on a toutes sortes de réactions. On a des jeunes qui retournent dans la forêt aux champignons, on a des jeunes qui dégustent l'anguille, qui n'ont jamais fait ça, on a des jeunes qui voient nos professionnels qui viennent le temps d'une demi-journée un peu comme un professeur, bien là, dire, hey, lui, il peut faire un travail avec ça. Moi, j'aimerais ça être archéologue, ou etc. Fait que c'est sûr que les jeunes ont vraiment les yeux très, très grands. C'est dur à évaluer. On parle de la rétention à long terme. C'est ce qu'on vise à quelque part. Mais je pense que là-dessus, tout le monde est vraiment satisfait du projet. Vous avez parlé de 2 nouvelles expériences, donc on parle d'un peu plus de financement. Est-ce que vous avez des nouveaux partenaires financiers pour cette année et pour les années prochaines? Bien là, écoutez, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais le projet au total, c'est à peu près 29 000 Si j'enlève la contribution en biens et services des partenaires, ça fait un projet financé d'autour de 25 000 Donc, le financement est partagé entre Desjardins, la MRC et la commission scolaire. C'est pas mal dans les coûts jusqu'à présent qu'on a eu dans les dernières années au niveau de ce projet-là. Il faut dire que chaque partenaire aussi fait son bout de chemin. J'ai des partenaires qui, c'est des organisations plus importantes des fois, alors que d'autres, c'est des plus petites organisations. Le projet, c'est aussi de s'assurer qu'au-delà de l'aspect des élèves, que tous les partenaires soient respectés dans leur mission, parce que tout le monde se tasse un petit peu leur mission pour les jeunes. Alors, au niveau financier, pour les 3 prochaines années, on est garanti que la MRC, Commission scolaire et Desjardins, maintenant, va assurer le financement du projet. Et en terminant, vous avez parlé assez vite du prix que vous avez reçu, mais combien important? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, c'est vraiment, je pense, une très grande fierté que tous les élus de la MRC, parce que c'est beau de dire on a un projet, on a une idée, etc. Puis je pense qu'on a tout de même pas mal, plusieurs à l'échelle de la région, mais d'avoir un conseil de la MRC comme ça, les élus qui nous suivent dans cette aventure-là, qui n'est pas ordinaire, c'est un projet tout de même unique au Québec de ce qu'on voit. Alors, lors de la remise du prix à la FQM, déjà les élus, notre préfet Yvon Sissi, notre directeur général, tout le monde était là. Alors, c'était vraiment un beau moment. On était accompagnés des gens de la commission scolaire qui ont un rôle vraiment fondamental dans ce projet-là. Et je pense que la reconnaissance, on ne cherche pas vraiment une visibilité dans ce projet-là. On travaille avec les jeunes à quelque part. Mais ce qu'on dit souvent, moi, je pense que c'est un projet qui porte en lui les ferments qui pourraient servir à d'autres MRC, à d'autres territoires, de faire un peu le même truc. Parce que dans le fond,
L'objectif, c'est de dire, peu importe le niveau d'enseignement, que ce soit collégial, secondaire ou primaire, c'est de dire, bien, regardez dans votre territoire, puis vous pouvez vraiment concrétiser la matière que vous enseignez en visitant puis en faisant appel aux organisations qui sont sur votre territoire. Fait que ce projet-là, quelque part, il est universel. Et c'est toujours dans l'objectif de faire découvrir son propre territoire, ce qui est tout à fait à votre honneur. Oui, absolument, mais il reste que le contexte d'apprentissage est vraiment important. Il y a des segments, par exemple, souvent je donne l'exemple de l'agroalimentaire, on ne peut pas couvrir l'aspect des fermes, qui est très, très important, on s'entend, mais ça, c'est plus au niveau du premier cycle au primaire, alors que l'aspect de la transformation alimentaire est dans le programme des jeunes au troisième cycle. Alors là, c'est pour ça que c'était naturel d'aller avec le CDBQ. Donc, le contexte d'apprentissage sur chacun des segments est vraiment décortiqué de façon importante là, avec Jannick Drapeau puis Steve Chenel. La révolution des transports, un défi électrisant? Voici le thème de la conférence Bénéfices qui a été initiée par le Cégep de la Pocatière. Voici tous les détails de cette conférence qui arrive à grands pas. Vous avez annoncé dernièrement une conférence bénéfice au profit des activités internationales du Cégep de la Pocatière. Tout d'abord, la question, à quoi va ressembler cette conférence? En fait, le sujet porte sur l'évolution des transports électriques au Québec et l'importance des transports électriques et vers quoi on s'en va actuellement dans le domaine de l'électrification des transports et en quoi, quel est l'impact de cette électrification des transports sur l'ensemble de nos pratiques en transport en commun. Il y aura un conférencier qui s'appelle M. Pierre Langlois, qui est physicien, détenteur d'un doctorat et qui a été pendant très longtemps conseiller au gouvernement du Québec. Il a même gagné une médaille de l'Ordre de l'Assemblée nationale du Québec en 2014 pour ses travaux. Alors, cette conférence-là va donc débuter avec... en fait, c'est M. Pierre Langlois qui va débuter d'abord, puis ça sera suivi d'un panel où sera réunis différents personnages de la région qui sont propriétaires de voitures électriques ou encore qui ont une expertise en électrification des transports. Le panel va être animé par M. Jacques Dufour, qui est un ancien... En fait, c'est quelqu'un qui est bien connu dans le monde des médias de la région. Et ça se terminera avec un cocktail. Il y aura une signature d'un livre, un ouvrage qui a été écrit avec en collaboration M. Jacques Duval et M. Daniel Breton. Cet ouvrage porte sur, évidemment, s'intitule L'auto électrique et porte sur les transports électriques, évidemment. J'ai oublié de dire que lors du panel, on a quand même avec nous quelqu'un qui est très connu, M. Jacques Duval, qui est chroniqueur automobile et qui a écrit de nombreux ouvrages sur les automobiles en général. Le Cégep de la Pocatière s'intéresse beaucoup à ce sujet. Oui, en fait, le Cégep de la Pocatière a un programme en technologie de génie physique qui parmi ses orientations, il y a des domaines, c'est des domaines, l'électrification, le développement durable, c'est des domaines d'expertise qu'il développe, le programme en technologie de génie physique. Et il faut dire aussi que le développement durable en général, la population est très concernée. Puis dans notre région, la question du développement durable a été... on fait figure de chef de file dans ce domaine. Si je pense, par exemple, la ville de la Pocatière a eu dans les premiers des bacs de compostage comme municipalité. Enfin, la question même de l'électrification des transports, c'est une question qui est étudiée dans notre programme d'études de technologie de génie physique. Puis qu'on peut dire que dans l'ensemble, puis si on pense, par exemple, à des recherches par bioptère, la question du développement durable, c'est une question régionale qui est déjà, en fait, je vous dirais, qui est vraiment importante chez nous. J'ai parlé tout à l'heure d'une conférence bénéfice. Donc, vous avez un objectif à ramasser pendant cette soirée. Pourquoi vous avez décidé d'aller dans la conférence bénéfice? Déjà, au niveau des conférences, je vais préciser que ce n'est pas la première fois qu'on fait une conférence dans le domaine du transport électrique. Rappelez-vous, il y a quelques années, on avait fait une conférence sur le monorail électrique qui avait été vraiment un succès très important.
Bon, pourquoi on fait des conférences bénéfices ou des activités bénéfices? Ça vient du fait que le Cégep veut vraiment positionner donc aussi bien ses étudiants que ses enseignants et ses programmes au niveau international. Avec la mondialisation de toute la partie de l'éducation, on n'a pas le choix d'ouvrir nos étudiants aussi au niveau international et d'accueillir des étudiants qui viennent d'autres pays pour venir aussi grossir donc la population étudiante au Cégep. Donc si on veut avoir un rayonnement international, il faut faire des activités internationales. Si on envoie des étudiants internationaux et des enseignants internationaux, il faut des sous-sous. Donc, et comme on n'a pas donc des fonds directement du ministère pour l'international, le ministère nous finance pour l'éducation, il faut qu'on trouve donc du financement qui vienne du privé avec des activités d'autofinancement. Alors une belle conférence comme ça, qu'on va avoir un intérêt comme ça, je pense que ça va pouvoir susciter l'intérêt et en même temps ça va pouvoir permettre à des étudiants de partir faire un stage à l'étranger, à des enseignants de pouvoir partager donc des expériences éducatives dans des programmes très diversifiés et d'accueillir aussi nos étudiants internationaux qui vont venir ici, qui vont étudier et qui vont peut-être venir ici pour rester après, pour faire grossir la région avec des expertises internationales. J'imagine que vous vous êtes fixé un objectif pour cette conférence. Ben, le maximum de milliers de dollars qu'on aura, ça sera sur les bienvenus, mais on a quand même un objectif qui est très raisonnable. On dit entre 6 000 et 6 500, 7 000 dollars, je pense, de bénéfices nets, hein, de façon à pouvoir un budget pour 2016-2017 dans la mobilité de nos étudiants, dans les stages internationaux de nos étudiants. J'imagine que vous avez aussi des partenaires pour cette conférence bénéfice. Par exemple, je pense à Promotion Kamouraska fait partie de votre équipe? Oui, Promotion Kamouraska fait partie de l'équipe. La Fondation du Cégep Le Pocatière fait partie aussi de l'équipe. Et on a de nombreux partenaires régionaux qui ont supporté de différentes manières l'activité comme telle. Je ne veux pas m'aventurer, par contre, à les nommer parce que j'ai peur d'en oublier. Mais sachez qu'on les remercie. C'est vraiment une belle collaboration. On a le soutien, par exemple, des concessionnaires d'automobiles de Montmagny. Un très beau soutien. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette activité-là ne se ferait pas sans plusieurs partenaires puis sans une implication régionale, et on la remercie. Et c'est une conférence qui s'adresse à tout le monde. Donc, tout le monde est bienvenu à cette conférence bénéfice. Oui, ça à tout le monde, aussi bien les experts dans le domaine de voitures électriques, que les gens qui sont intéressés par ce domaine-là, que des étudiants, que monsieur et madame tout le monde. Mais vous, je pense, vous pourriez venir. On vous invite d'ailleurs officiellement aujourd'hui. Là, c'est filmé, donc j'ai pas le choix d'accepter l'invitation. Et en terminant, on a parlé de cette conférence bénéfice, mais on n'a pas parlé du moment et du lieu de cette conférence. Cette conférence a lieu à la Salle André Gagnon le 2 novembre et elle a lieu à 19h30. Elle débutera à 19h30 et se terminera autour de 21h30 avec le panel et en finale, le cocktail. Tout le monde est bienvenu et si vous êtes intéressé à voir un billet, il est possible de s'en procurer un à la librairie L'Option, à la Pocatière, à la librairie Livre Ouvert à Montmagny, ou encore, il y a un point de vente en ligne, et ça s'appelle lepointdevente.com. Mais de toute façon, si on met sur notre, sur Google ou sur tout autre moteur de recherche, si on met l'information électrification des transports Cégep La Pocatière, on peut très bien trouver l'endroit où acheter les billets. La municipalité de Rivière-Ouelle a maintenant son nouvel édifice municipal. J'ai rencontré le maire Louis-Georges Simard dans ses nouveaux locaux. Monsieur Simard, dernièrement, vous avez fait l'inauguration de vos nouveaux bureaux municipaux. Dites-moi, pourquoi vous avez décidé de déménager? Essentiellement, c'est qu'on voulait avoir des bureaux qui étaient plus fonctionnels. Et maintenant, c'est qu'on se retrouve dans un bel environnement où c'est très efficace comme environnement de travail. En même temps, c'est que c'est plus accueillant, plus propice comme ça pour les citoyens qui viennent nous rencontrer. Et l'ancien bâtiment municipal ne convenait plus à la municipalité? Oui, mais l'ancien bâtiment municipal, on est après à regarder comme ça différentes options pour utiliser ce bâtiment-là. Et on a différentes options sur la table. On a confié une étude de faisabilité, comme ça, à une firme d'architectes qui vont arriver prochainement, c'est qu'avec différentes possibilités. Et dites-moi, le déménagement, est-ce que ça a causé certains ralentissements de dossiers ou ça s'est fait quand même assez rapidement? Non, ça s'est fait dans une semaine, finalement. Il faut dire que les employés ont bien contribué. Les employés aussi, je dois dire, ont beaucoup contribué. C'est qu'à l'aménagement des lieux, c'est que chacun a réellement participé
aménager ces clés-lieux de la façon la plus efficace possible, et en particulier la réception et la salle du conseil. Pour ce qui est des autres bureaux, c'était déjà les bureaux essentiellement qui étaient occupés par la Caisse. Et on a conservé ces bureaux-là comme ils étaient. Le gros avantage de ces bureaux-là par rapport à ce qu'on était avant, c'est qu'on a des bureaux comme ça qui sont bien sonorisés. Alors qu'avant, c'était réellement un problème. Même moi, quand j'allais travailler avec le directeur général, par exemple, c'est qu'on ne pouvait pas réellement travailler dans son bureau à cause du bruit qui dérangeait nos employés. Donc, on devait littéralement se trouver une salle pour aller travailler. Donc, maintenant, on a un environnement très fonctionnel. Et vous n'avez pas déménagé très loin quand même de l'ancien bâtiment, là. On est quand même sur la route 132. On est sur la route 132, on est en plein centre du village et on a juste eu à ajouter 1 au 132 pour faire 133 route 132. Et j'imagine qu'il y a eu quand même des coûts à ce nouveau déménagement, à l'acquisition du bâtiment. Oui, en fait, le projet total est un projet de 320 000 $. Ça inclut le coût d'acquisition de 116 000 $. Par ailleurs, pour nous aider au financement de ça, la Caisse populaire de l'Anse de l'Apocatière nous a remis comme ça une contribution de 50 000 $. Et en plus, c'est que le guichet est loué à la Caisse pour 5 ans pour 37 500 $ pour les 5 années, donc 7 500 $ par année. Donc, pour ce qui est du coût net d'acquisition, si on regarde tout ça du bâtiment, c'est très peu. Donc, ce qui restait, c'était l'aménagement qui a coûté autour de 200 000 $. Et dites-moi, est-ce que vous avez ouvert les portes du bureau municipal aux citoyens pour qu'ils puissent venir visiter et trouver combien c'est beau? Oui, on a fait une journée de visite libre pour les citoyens. Puis on a fait une inauguration comme ça, c'est qu'avec le préfet et les maires des municipalités environnantes et différentes personnes du milieu. Ça a dû faire des jaloux quand même? Je pense qu'on trouve ça beau, puis on a raison de trouver ça beau. Puis en plus, l'autre élément que je vais rajouter, c'est que c'est le guichet qui est juste derrière nous. Donc, c'est un guichet qui est utilisé. Et on est bien fiers d'avoir cet arrangement de la Caisse populaire pour pouvoir conserver ce guichet-là. En fait, dans cet arrangement-là, je pense que c'est un projet qui est gagnant, gagnant, gagnant. C'est gagnant pour nous, la municipalité, gagnant comme ça pour nos citoyens et gagnant pour la Caisse populaire. Et en terminant, vu qu'on est à Rivière-Ouelle, dites-nous les dossiers prioritaires dont vous allez vous occuper ces prochains mois. Là, c'est qu'il y a notre dossier des articles scolaires. C'est qu'il y a une personne qui semblerait poser des questions au ministère des Affaires municipales. Donc, on pense que c'est tout à fait justifié de faire cette intervention-là, mais on attend une réponse des Affaires municipales. Et l'autre dossier, évidemment, c'est le chemin d'accès au Boisé de Lens, avec lequel on a avancé beaucoup cette semaine. Je pense qu'on va devoir retourner clairement voir la CPTAQ pour pouvoir passer en zone agricole. Donc, c'est un dossier comme ça qui est compliqué. CPTAQ, c'est jamais facile, mais je pense qu'il faut être persistant, puis on l'est. Monsieur Simard, merci beaucoup. Merci beaucoup. En terminant, la ville de Saint-Pascal a procédé à l'inauguration de ses jeux de pétanque au parc Ernest-Ouellette. Voici tous les détails avec Jade Lamarre, directrice adjointe du service des loisirs. La semaine dernière, la ville de Saint-Pascal a inauguré 2 terrains dans le parc Ernest-Ouellette, 2 terrains de pétanque. Donc, parlez-nous des installations qu'on retrouve ici. Oui, donc la ville a décidé d'investir un bon montant pour mettre sur pied 2 terrains de pétanque. Au départ, on était supposé en faire juste un. En voyant l'engouement dans les villes voisines, on a décidé d'en faire 2. Donc, on a 2 surfaces de jeu qui sont réglementaires là, au niveau international, 15 mètres par 4 mètres. Puis, on a fait un bel aménagement autour pour que ça soit vraiment durable puis que les gens puissent l'utiliser là, pendant plusieurs années. Donc, des bancs pour le confort des joueurs, des allées en pavé uni, assez large pour pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite. Donc, il y a aussi des chemins là, facilitant l'accès pour ces personnes-là. On aura aussi un abreuvoir accessible à tous et fonctionnel. On en avait une vieille qui ne marchait plus dans le parc. Puis éventuellement, là, on va faire l'ajout de lampadaires pour pouvoir jouer là, en soirée à la pétanque. Vous avez parlé de financement, donc on peut parler de combien pour ce projet? Donc, le projet global, c'est près de 58 000 $ qui a été investi. Puis, on avait une subvention là, du programme Nouveaux Horizons du gouvernement du Canada de 25 000 $.
Qu'est-ce que c'est le programme Nouveaux Horizons Aînés? Est-ce que c'est nouveau comme programme? Ça fait déjà quelques années que c'est en place, mais ici à Saint-Pascal, là, on a découvert ça, là, ça fait peu de temps. Donc, c'est vraiment un programme qui permet de mettre en œuvre des actions dans la communauté pour le mieux-être là, des aînés, pour favoriser là, les liens entre eux, les sortir de leur isolement et tout ça. Là. Ces jeux, oui, on le sait que c'est populaire pour les aînés, mais ça ne va pas attirer seulement les aînés, là, ça peut attirer aussi les jeunes. Oui, de plus en plus, comme je disais, il y a beaucoup d'engouement pour ce nouveau sport-là, si on peut appeler ça un sport. Donc, autant les enfants, les parents, les grands-parents, tout le monde commence à être initié à cette pratique-là. Donc, ça va être des belles installations pour des activités intergénérationnelles. Et en terminant, Jade, de comment vous avez fait, la Ville a procédé pour déterminer que c'est des jeux de pétanque qu'il fallait dans la Ville de Saint-Pascal? Oui, donc dans le plan de développement du parc Ernest Ouellette, on était rendu à mettre en place un jeu quelconque là, pour les personnes aînées. Donc nous, on a fait un sondage auprès du Club des 50 ans et plus à savoir quel était le module de jeu qui était plus intéressant pour eux. C'est le jeu de pétanque là, qui était ressorti dans ce sondage-là. Donc c'est pour ça qu'on a poursuivi dans cette voie-là. Et on est déjà en automne, malheureusement, mais on peut penser que l'été prochain, ça va être très populaire ici au parc. On va retrouver beaucoup de personnes. Oui, on espère beaucoup. Donc, pour le moment, on ne fera pas de réservation. On va voir comment les jeux sont utilisés. S'il y a un trop fort engouement, on se mettra à prendre des réservations à ce moment-là au service de loisirs. C'est maintenant terminé pour votre bulletin d'information InfoCam. Merci d'avoir été au rendez-vous et je vous laisse sur des images de la capsule réalisée par TVCK pour le projet Enseigner le Kamouraska. À la semaine prochaine. Le Kamouraska se distingue par un paysage unique et des ressources à partir desquelles se construisent un bon nombre d'entreprises innovantes. Pour assurer l'avenir de ce territoire rural, les jeunes générations doivent en connaître les principales composantes pour en exploiter les potentiels en termes de projets d'affaires et de projets de vie. C'est pourquoi Enseigner le Kamouraska cultive la curiosité et la fierté des jeunes à l'égard de notre territoire. Enseigner le Kamouraska permet aux classes de 3e cycle du primaire de bénéficier d'ateliers animés par des professionnels et de sorties enrichissantes développées conjointement par la MRC, la commission scolaire et un réseau d'acteurs du milieu. Grâce à ce partenariat, les jeunes explorent et expérimentent les éléments distinctifs du Kamouraska en 4 expériences directement intégrées au sein des apprentissages en univers social et en sciences et technologies. Environnement et énergie permet à l'élève de comparer différents types de matériaux d'isolation et de visiter un centre d'innovation œuvrant dans l'efficacité éco-énergétique. Patrimoine et paysage initie le jeune aux artefacts de notre histoire, en plus de lui faire vivre un itinéraire guidé pour admirer et décoder notre paysage et notre patrimoine. Agroalimentaire offre aux participants une opportunité de comprendre les étapes menant un produit du terroir à l'assiette et de se rendre dans un lieu spécialisé dans la transformation alimentaire. Forêt amène l'élève dans de magnifiques sentiers d'interprétation afin de découvrir les trésors des sous-bois et d'apprendre l'univers fascinant des champignons comestibles. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Kamouraska Chrysler est fier partenaire de l'émission InfoCam. Kamouraska Chrysler, 225 Avenue Patry, à Saint-Pascal. 418-492-3432.